Bonjour, j'espère que le partage d'écran fonctionne. Merci tout d'abord de vous être inscrit et inscrite à la conférence, à ce webinaire ce midi. Je pense que vous êtes quand même en grand nombre et pour ma part, en fait, effectivement, je vais vous parler des conditions de pratique. Là, comme vous avez vu le titre de la conférence qui circulait lors de votre inscription, l'impact de la nouvelle gestion publique sur les travailleuses sociales. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous passer du passage de l'imputabilité professionnelle à l'imputabilité comptable, en fait. Je pense que ça va vous parler et de vous aussi vous expliquer les impacts, bien sûr, sur les conditions de travail des travailleurs sociaux, travailleuses sociales. C'est une recherche que je n'ai pas effectuée seule. C'est une équipe là, de plusieurs chercheurs, mais dont José Grenier et Nathalie Saint-Amour, d'autres aussi. Et c'est une recherche qu'on a menée, en fait, il y a déjà quelques années, bien, pas 10 ans, là, mais il y a quelques années, en fait, lors excusez-moi, de l'application de la réforme Barrette. Comme je le disais tout à l'heure en parlant aux organisatrices, je vais refaire une deuxième recherche. Donc, si ça vous intéresse d'y participer, vous pourrez m'envoyer un courriel, mais sur les conditions actuelles. Donc, 5 ans après la réforme, puis en plus, avec la COVID, c'est encore peut-être les conditions liées à la nouvelle gestion publique sont peut-être exacerbées ou l'ont été en tout cas. Donc, ce sont des résultats qui datent de quelques années, mais qui, je pense, n'ont pas beaucoup changé mon hypothèse de toute façon et que lorsque je retournerai sur le terrain, il y aura certainement les mêmes conditions, ou en tout cas à peu de choses près, des conditions de travail quand même similaires à celles qui ont été mises en place lors de la réforme, donc dans une période peut-être de plus grands changements. Alors, c'est une recherche qui, excusez-moi, évidemment, ça va faire. OK. C'est une recherche qui, au départ, c'est une recherche qualitative et juste pour vous donner un peu d'informations, je vous en ai donné un petit peu, mais c'est une recherche qui a procédé à des entrevues semi-dirigées pour ceux qui sont plus familiers avec la méthodologie. Donc, des entrevues avec des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales de différents milieux, donc protection de la jeunesse, puis dans les CLSC, etc., etc. Et on a fait environ 80 entrevues. Pour ceux qui connaissent les recherches quantitatives, ça peut paraître un peu faible comme nombre, mais au contraire, pour une recherche qualitative, comme on va davantage chercher l'expérience et le vécu, l'opinion aussi des participants à des recherches, 80, c'est quand même beaucoup. Généralement, quand on a 20-30, on est déjà content, mais lorsqu'on a lancé un appel à tous via le bulletin de l'Ordre des travailleurs sociaux. On avait reçu, mon Dieu, des réponses de participants qui étaient vraiment nombreux. Donc, ça vous place un petit peu dans le bain. L'idée, c'était vraiment d'aller voir comment la réforme et les réformes, en fait, affectaient les travailleurs sociaux. Pour la petite histoire, on voulait aller voir, on voulait aller effectivement pas mesurer, mais constater sur le terrain Couillard 10 ans après, mais Barrette a implanté une réforme et c'est un peu comme la subvention que j'ai obtenue tout récemment. En fait, on voulait aller voir Barrette 5 ans après, puis il y a la COVID qui est arrivée. Alors, on dirait qu'à chaque fois, il y a quelque chose de particulier qui change le déroulement de mes recherches, mais quand même, on arrive, je pense, à des résultats intéressants. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'imputabilité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le fond, la notion d'imputabilité, vous l'entendez peut-être pour ceux qui travaillent au sein du réseau,
c'est un terme qui est cher aux gestionnaires et l'imputabilité, c'est une notion qui a évolué beaucoup depuis les années 60 là, dans l'administration publique. Et en fait, l'imputabilité, hein, je vous ai mis une définition là, que je vais lire rapidement. Évidemment, je ne lirai pas. Je vais tenter de ne pas lire mon PowerPoint pour ne pas vous ennuyer. Mais le concept d'imputabilité, en fait, il renvoie à l'obligation pour un fonctionnaire ou un gestionnaire de rendre compte de la manière dont il s'est acquitté des responsabilités qui lui ont été confiées. Donc, l'idée, c'est d'être capable de retracer, hein, au départ, c'est d'être capable de retracer s'il y a eu des erreurs, par exemple, d'être capable de retracer. Donc, la reddition de compte était liée au processus. J'ai mis une petite image que j'ai trouvée sur le web sur l'impact de l'imputabilité sur les acteurs de la mise en œuvre. Je vous définirai ce que c'est, mais qui dit, en fait, c'est un gestionnaire qui parle à son employé, qui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois, ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Alors, vous voyez un peu l'imputabilité, c'est un peu l'encadrement des pratiques, c'est comment on demande aux individus qui travaillent, aux travailleurs, de rendre des comptes. Et c'est cette notion-là qui s'est transformée au cours des années et qui va changer la manière dont les travailleurs sociaux, bien sûr, mais la plupart des professions du secteur public vont être transformées par cette transformation de notion d'imputabilité. Alors, quand je m'intéresse aux travailleurs sociaux, en fait, mes recherches portent sur la transformation des politiques publiques, transformation du réseau de la santé et des services sociaux. Et en fait, les travailleurs sociaux, comme d'autres professions, sont considérés comme des acteurs de la mise en œuvre de l'action publique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que ce sont les travailleurs du réseau public-parapublic qui travaillent en relation constante avec les citoyens qui devraient, je dis bien devraient, avoir une marge de manœuvre liée à à l'application des politiques et des programmes, et c'est aussi des travailleurs qui ont dans le cadre, excusez-moi, de leur travail, ont un impact sur la vie des citoyens. Alors, les travailleurs sociaux sont effectivement ce qu'on appelle des acteurs de la mise en œuvre de l'action publique, ou en anglais, le concept, c'est les street level bureaucrats, hein, les gens qui travaillent directement avec les individus. Ici, le travail social, hein, c'est une pratique prudentielle d'accompagnement, en fait, de personnes qui vivent des difficultés et qui réclament, ou en tout cas ont besoin de cet accompagnement. Et en fait, les acteurs de la mise en œuvre de l'action publique, il y a des chercheurs qui, dans les années 80, se sont intéressés à ces fonctionnaires-là, si on veut, et qui soulignaient le fait que les fonctionnaires, donc disons les travailleurs sociaux ici, prenons les travailleurs sociaux, qui affirmaient qu'ils avaient une très grande marge de manœuvre dans leur milieu de travail. Je parle bien là des années 60-70. Et ils ont qualifié la période, effectivement, cette période de régime du bureau professionnel. Je vous parle de cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est une période où l'imputabilité des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, plaçons-nous dans les années 70-80, où l'imputabilité, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux ont une assez grande marge de manœuvre. Évidemment, tout n'est pas permis, mais c'est une période où les travailleurs sociaux ont une assez grande marge de manœuvre pour lier à leur jugement professionnel, par exemple, à leur autonomie. C'est une période où les travailleurs sociaux aussi vont être en mesure de faire preuve d'innovation dans leur milieu. Pensons au CLSC ou dans divers CLSC, il y avait des innovations, par exemple, de l'intervention de groupe. Et en fait, dans ce cadre-là, la relation au gestionnaire, c'est une relation
je dirais, de confiance, si on veut, où l'imputabilité est davantage liée, est davantage pas liée, mais est davantage dirigée envers les personnes accompagnées. Donc, si il y a quelque chose à retenir de cette période, là, 60, 70, 80, peut-être plus 70, 80, c'est cette imputabilité qui est liée directement au jugement professionnel et qui permet cette marge de manœuvre dans l'exercice de la fonction. Donc, les pratiques relèvent vraiment du jugement professionnel, ce qui change un peu et vous pourrez commenter peut-être avec des exemples à la fin de ma présentation. Donc, c'est ce qui va changer en fait beaucoup dans le réseau. C'est vraiment cette notion d'imputabilité qui va se transformer. Elle va se transformer. Pourquoi? Parce que il va y avoir une bête, une bête issue du secteur privé qui s'appelle la nouvelle gestion publique. Je pense que vous êtes pas mal familier, en tout cas pour ceux qui travaillent dans le réseau actuellement, avec cette bête justement qui vise en fait une reddition de comptes accrue. Les images que vous voyez à partir de maintenant, à moins que je vous dise le contraire, ce sont des images qui ont été, dans le fond, créées par un BDiste à partir de nos résultats de recherche. Alors, ce que vous voyez, c'est vraiment, en fait, derrière, hein, c'est une travailleuse sociale qui a été imaginée avec nous et ce BDiste. Et devant, c'est une gestionnaire qui elle-même, hein, on n'est pas là dans la critique des gestionnaires parce qu'eux aussi ont leur lot si on veut, de demandes, mais le gestionnaire qui est placé justement devant les éléments de la nouvelle gestion publique, hein, la reddition de comptes, l'optimisation, et en fait un contrôle de ce qui se passe dans son établissement. Et c'est là que la notion d'imputabilité se transforme, c'est-à-dire que l'imputabilité n'est plus tournée comme auparavant envers les personnes que les travailleurs sociaux ici accompagnent, mais davantage tournée vers l'institution, donc dans le but de rendre des comptes. Hein. Et évidemment, ces comptes-là, vous les connaissez, c'est c'est des changements quand même importants, c'est-à-dire de rendre compte en termes statistiques de chaque action qu'on mène, c'est d'atteindre des cibles, c'est de vider les listes d'attente. Bon, vous avez, j'imagine, vraiment beaucoup d'exemples. Et bon, sur la diapo, là, il y a les lois de l'administration publique, là, mais c'est vraiment un changement complet. Ça s'est fait dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais c'est vraiment toute l'administration publique qui est repensée, dans le fond, envers cette reddition de comptes et cette gestion par résultat. Tout ça s'est fait là, dans une grande transformation large de l'intervention de l'État, à la fois en matière, oui, d'administration publique et de transformation des politiques sociales. Je regarde mon heure pour ne pas dépasser le temps, mais on pourrait rajouter tous les éléments liés aux transformations des politiques sociales qui aussi encadrent la pratique des travailleurs sociaux, mais aujourd'hui, on n'aurait pas le temps de le faire. Donc, vraiment, un passage d'une imputabilité disons, que j'ai appelée professionnelle vers une imputabilité comptable. Donc, c'est une obligation pour les fonctionnaires ou les élus, évidemment, là, de rendre compte sous forme de statistiques pour atteindre des cibles. Donc, vous voyez évidemment ici la travailleuse sociale qui se voit un peu crouler sous les statistiques, sous les demandes d'optimisation. Une autre image qui peut être parlante, j'imagine, ce sont les stations visuelles hein, qui sont un peu partout, là, même quand on y va comme citoyen, là, dans les CIUS, là, des stations visuelles d'atteinte de cibles. Bien, ça vient transformer la pratique des travailleurs sociaux. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans cette imputabilité-là qui vise à
dans le fond, atteindre les résultats qui ont été fixés par les supérieurs et souvent, bien évidemment, le ministère. Les conséquences. Bon, je vais peut-être un peu vite finalement, mais je vais m'arrêter aux conséquences. Donc, évidemment, il y a plusieurs conséquences à cette transformation de cette notion d'imputabilité. Vous les vivez peut-être, vous les connaissez probablement, hein, puisque maintenant, l'obligation est envers l'établissement et le ministère. Ce que les travailleuses sociales nous ont rapporté, en fait, là, c'est de ça que je vais vous parler pour les prochaines minutes, en fait, c'est que il y a pour les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales une perte d'autonomie professionnelle, aussi une perte de jugement professionnel et il et elle se retrouvent dans des conflits éthiques réguliers. Pourquoi? Parce que les travailleurs sociaux tentent de répondre à la fois aux normes de l'établissement, parce qu'il y a des exigences des boss, autrement dit, si on veut le dire de manière simple, et de l'autre côté, il y a l'accompagnement des personnes. Hein, et le travail social, c'est une discipline, comme je le disais au départ, une profession, pardon, pas une discipline, qui relève de la pratique prudentielle. Hein, on accompagne les personnes et ce sont à chaque fois des situations complexes, donc qui demandent du temps. Et le temps, évidemment, ça c'est une des grandes conséquences. Le temps est une denrée rare dans le monde du travail en général actuellement, mais également pour les travailleurs sociaux. Hein. Ça peut être, par exemple, ce qu'on a vu, c'est dans les résultats de la recherche, entre autres, c'est des réductions hein, de suivi. On passait par exemple, 12 mois à 6 mois à 3 mois. On demande évidemment aux intervenants, aux intervenantes de prendre, pas évidemment, mais au contraire même, de prendre en charge les listes d'attente, hein, ce qui renvoie effectivement à l'imputabilité complètement aux travailleurs sociaux. D'autres éléments qu'on a vus, donc là, je parle des impacts là, de cette transformation-là hein, vers la gestion de cas ou le care management. Le fait que dans plusieurs cas, je ne sais pas si vous avez été témoin de ça, mais qu'on faisait fi du code de déontologie où le gestionnaire demandait ouvertement aux travailleurs sociaux de ne pas faire un signalement, par exemple, à la protection de la jeunesse pour les raisons que vous connaissez, parce qu'il y a une crise, parce qu'on ne veut pas rajouter à la liste des, bon, vous voyez un peu à la liste des, et alors que vous savez bien que c'est illégal de faire ça, mais ça nous a été rapporté quand même à quelques reprises, qui est quand même très questionnant, hein, puisque parmi vous, il y a certainement des membres de l'ordre et qu'il y a un code de déontologie à suivre et que même si on n'est pas membre d'un ordre, on a une déontologie quand même professionnelle hein, et un sens éthique par rapport à ce qu'on doit faire dans le cadre de notre travail, dans le cadre de la pratique. Et dans ce cadre-là, c'est ce qu'on a vu en fait qui a été le plus mis à mal, c'est le jugement professionnel et parfois, pas toujours évidemment, ce n'est pas généralisé, mais parfois une demande de faire fi du code de déontologie. Ce qui, effectivement, place les travailleuses sociales, comme je vous l'ai dit, dans des conflits éthiques. Ces conflits éthiques-là, ça mène éventuellement là, à l'épuisement professionnel. On sait qu'il y a beaucoup de congés de maladies dans le réseau parmi toutes les professions, mais parmi les travailleuses sociales en particulier. Pourquoi? Parce que être placé dans des conflits éthiques comme ça, c'est très difficile
difficile. Et il y a plusieurs verbatims là, qui disaient en fait, j'en peux plus d'être placée à la fois devant les demandes de mon patron, devant les demandes de l'ordre, devant les demandes de la clientèle, dans le fond, qui appelle, qui appelle. Donc, c'est des situations qui, à moyen terme, en fait, voire à court terme, sont intenables pour les professionnels. C'est aussi une situation qui mène à développer des pratiques silencieuses, qu'elles soient accompagnées ou pas. Des fois, elles ne sont pas accompagnées, mais elles sont soutenues par les gestionnaires. Parfois donc, ils ne savent pas, mais je ne sais pas si vous avez vous-même des exemples, mais par exemple, le fait de reporter l'entrée de statistiques à des moments particuliers pour répondre aux exigences. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup rapporté, de parfois peut-être faire des rencontres, un peu plus de rencontres que prévu. Mais c'est sûr que souvent, ça doit se faire avec l'accord du gestionnaire, mais c'est souvent dans la négociation constante. Hein. Donc, c'est une situation, dans le fond, c'est un contexte de pratique qui est extrêmement, nous, ce qu'on a vu là, et dans nos résultats de recherche, c'est qu'il y a à peu près rien de positif qui ressortait sur le contexte de pratique. Vous me direz, c'est peut-être lié aux personnes qui ont répondu à l'appel, sûrement en partie, mais il reste que la position dans laquelle ont été placés là, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociales, les travailleuses sociales, pardon, a été très, très difficile à vivre, en particulier là, lié au jugement professionnel. Pour ne rien oublier, je regarde un petit peu mes notes. Certaines ont aussi avancé là, dans nos résultats le fait que elles avaient, les travailleuses sociales qui nous ont répondu avaient moins l'impression d'être dans une perspective de justice sociale, mais d'être placées de plus en plus devant une perspective plus de contrôle social, parce que effectivement, elles avaient de moins en moins d'outils pour accompagner, soutenir les personnes, et c'est ce qui les questionnait en fait. Il y en a plusieurs qui étaient soit en retour ou qui jugeaient qu'elles auraient besoin là, de congés de maladie, et quelques-unes aussi qui songeaient à aller en pratique privée. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y avait un article, je pense que c'est dans Radio-Canada ou la presse peut-être, où la CSN avertissait le gouvernement qu'il y avait des démissions importantes dans le réseau. C'est sûr que c'est lié probablement davantage à la COVID, mais il reste que c'est quelque chose qui était déjà entamé avant là, la crise là, de la pandémie. Peut-être pour terminer, donc je pense que je parlerai finalement seulement une demi-heure, mais pour ne pas vous laisser devant cette situation comment dire, déprimante, on peut penser à des pistes de solutions. Peut-être en aurez-vous à partager après, lors de la période de discussion, mais en fait, ça serait dans la réforme, je ne l'ai pas tellement décrite là, parce que je pense que je n'avais pas besoin de le faire, mais j'aurais peut-être dû. Donc, évidemment, la réforme, hein, c'est la fusion des établissements en grand CIS et CIUS, ce qui a enlevé des pouvoirs hein, aux institutions locales, à la fois des pouvoirs budgétaires, gestionnaires, et je pense que sans même avoir recours à
à une autre réforme, puisque ce sera peut-être un peu difficile à vivre et impossible en temps de pandémie, en tout cas. Et on nous annonce que ça durera peut-être un peu. Donc, redonner des pouvoirs aux institutions, aux établissements plutôt locaux, c'est-à-dire que les anciens CLSC, les CHSLD, et peut-être donner un peu plus de pouvoir, de marge de manœuvre aussi aux gestionnaires de terrain. En fait, c'est cette marge de manœuvre dont les travailleurs sociaux devraient encore bénéficier, à une marge de manœuvre liée à leur jugement professionnel. C'est un peu la même chose. On avait des gestionnaires de terrain dans donc des cadres les cadres immédiats, on en avait aussi, comme j'ai un peu de temps, je peux me permettre d'en parler. Donc, on avait aussi des gestionnaires dans notre échantillon, en fait, qui ont participé à notre recherche et on a retrouvé des personnes aussi en détresse. Il y a eu beaucoup de refus de la part des gestionnaires de terrain. Vous avez certainement, les travailleuses sociales ont été très encline à parler, en fait, mais contrairement peut-être lors de la commission Laurent, où là, il y a eu toute la question de la loi de l'Omerta, nous, on assurait la confidentialité, donc je pense que ça, elles ont vraiment beaucoup participé. J'espère que ce sera la même chose dans le prochain round, mais dans la prochaine manche de notre recherche. Mais les gestionnaires, eux, ont été nombreux à nous dire non, on ne parlera pas, on a trop peur d'être identifiés. Bon, ils sont moins nombreux, évidemment, mais il reste que ceux qui ont participé, c'était aussi des personnes qui étaient assez critiques face à cette réforme et malgré qu'ils y voyaient quand même certains avantages en termes de gestion, ils étaient très conscients que ça limitait, que dans le fond, cette application là, de la reddition de comptes de manière très forte et qu'on appellerait du haut vers le bas, top-down, que ça affectait en fait les marges de manœuvre professionnelles. On pourrait aussi voir une décentralisation du budget encore envers les établissements et s'en remettre donc au code de déontologie. Ça, c'est plus individuellement. Donc, dans leur pratique, les travailleurs sociaux pourraient avoir recours à leur code de déontologie pour, si on veut, s'opposer aux demandes qui leur semblent illégitimes ou en tout cas qui ne rencontrent pas là, les normes de leur code de déontologie. Alors, ça, ce sont des pistes de solutions que j'avais aussi proposées parce que j'ai aussi, participé à la commission Laurent pour leur faire part justement, pour donner la parole aux travailleurs sociaux qui étaient peu présents, mais ce sont quand même des pistes de solutions qui pourraient régler une partie des problèmes. Maintenant, ça ne réglerait pas tout, mais il reste que, effectivement, pour conclure, la nouvelle gestion publique, elle a transformé la notion d'imputabilité, donc d'imputabilité des travailleurs qui, maintenant, ici, les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, qui maintenant doivent effectivement doivent rendre des comptes en fonction de résultats d'atteinte de cibles. Et ça transforme passablement la pratique. Pourquoi? Bien parce que on a limité les marges de manœuvre quant au jugement professionnel et même dans certains cas, on impose des pratiques. Alors voilà, j'espère que ma présentation a répondu à vos attentes et j'espère vous entendre en grand nombre. Si vous avez des questions, des commentaires, voilà.